passer trop de temps. Et puis c'est des livres, je suis pas sûr qu'on puisse les avoir. Il y en a certains qui ont l'air vieux, qui... Ok. On va encore... Allez hop, c'est parti. La ville n'est pas très grande et fortifiée indifféremment. Les habitants, dont beaucoup sont des mulâtres aux dispositions sauvages, sont tous payés également par le roi. Ils sont enregistrés dès la naissance et constituent une sanction sévère pour tout capitaine de navire qui tentera de les emporter. Ceux-ci sont formés dans une milice et ont été généralement calculés pour être à peu près le même nombre que les troupes régulières, se fondant entièrement sur le salaire du roi pour leur subsistance. Leurs pensées ne sont jamais tournées vers le commerce ni même vers l'agriculture, mais dépendent de l'approvisionnement étranger pour les besoins les plus courants de la vie. Passer leur temps dans l'inertie perpétuelle. À la tête de 900 Appalaches indiens, les Indiens Creek, qui étaient en contact avec cette province, qui avait conscience du danger qui les menaçait, ont informé les commerçants à ce moment-là dans leur pays que cette armée était en train de marcher dans cette direction. Les commerçants, alors incités à se constituer une armée de 500 hommes, se dirigèrent de la même manière et sortirent à la rencontre des autres. Les deux armées se sont rencontrées dans une soirée au bord de la rivière. Une branche du Chattahoochee le matin, juste avant le lever du jour, quand les Indiens sont habitués à faire leurs attaques. Les Calanques, attisant leur feu, se retirèrent un peu en laissant leur couverture. Au même moment, immédiatement après, les Espagnols et les Appalaches, comme on pouvait s'y attendre, ont commencé à les attaquer et ont tiré, se sont engouffrés dans les couvertures. Alors qu'ils se précipitaient, ils se sont abattus sur eux, ont tué et ont pris la plus grande partie et les ont complètement mis en déroute. Cette petite armée a maintenu le château près de 3 mois et a repoussé plusieurs manifestations en perdant très peu d'hommes. En 1704, le colonel Moore fut nommé lieutenant général par Sir Nathaniel Johnson, qui lui succéda au gouvernement pour faire une expédition contre les Espagnols et les Indiens Appalachiens. Il y monta à la tête de 50 volontaires de cette province et 1 millier d'Indiens. Le premier fort auquel il est arrivé, qui comptait 50 hommes, qu'il a pris d'assaut après une résistance remarquable. Le lendemain, le capitaine de Fort Saint-Louis, avec 23 Espagnols et 400 Indiens se battant contre lui, le colonel Moore le prit avec lui et 2 de ses hommes prisonniers et tua 200 Indiens. 2 jours après, le roi d'Atakuka, qui était dans un fort avec 130 hommes, lui a envoyé des présents de provisions, etc. et a fait la paix. Il a ramené 300 Indiens, soit la totalité de 3 villes et la plupart des 4 autres, après avoir totalement détruit la totalité des 2 villes, de sorte qu'il n'a laissé que la ville qui a composé avec lui une partie de Saint Louis et les habitants d'une autre ville qui s'enfuirent tous ensemble. Mais il a brûlé leurs villages, églises et forts. Par cette conquête d'Appalaches, la province fut libérée de tout danger de cette partie pendant toute la guerre, et ce service
important a été effectué sans que le gouvernement ait à payer. En 1706, les Espagnols à Saint-Augustin ont rejoint les Français de Martinique pour constituer une flotte de 10 voiles avec 800 hommes blancs, mulâtres, métis, octavons et nègres et 200 Indiens. Pour envahir cette province, le navire à bord duquel se trouvait le commandant en chef, séparé de la flotte, est tombé dans Sewee Bay, sans connaître l'endroit. Les autres arrivant de Charlestown, ancrés juste un dimanche, où ils sont restés en voyant sur St. James Island et Wando Neck, pillant et incendiant des maisons. Les Indiens Yamasee, qui avant la colonisation de cette province vivaient en amitié avec le gouvernement de Saint-Augustin, mais ensuite enlevés et installés sur l'île en face de Port-Royal. Ce mal grandit bien que le colonel Barnwell, qui a été envoyé d'ici à Saint-Augustin aussitôt après la conclusion de la paix avec la reine Anne, au nom de ce gouvernement, a alors conclu une stipulation avec celle-ci de renvoyer mutuellement tous les esclaves qui devraient, pour le futur gouvernement, Oglethorpe, gouverneur de la province de Géorgie, lève une force composée de soldats réguliers britanniques, de milices coloniales de Géorgie et de Caroline et d'Indiens Creek, Chickasaw et Yuchi. Le 26 juin, quelques 300 colons espagnols et noirs libres tentent une sortie et attaquent le fort Mose, tenu par 120 Rangers Highlanders et une trentaine d'Indiens. La garnison est prise par surprise et compte 68 morts, tandis que les Espagnols, qui n'ont perdu que 10 hommes, font 34 prisonniers. Ayant déjà résisté à un premier siège en 1702, le fort de San Marcos et avec lui Saint-Augustin sont désormais considérés comme imprenables. Cet échec britannique empêche la conquête de la Floride. Le recensement de 1790, publié en 1791, fait état de 16 esclaves dans le Vermont. Puis, par la suite, jusqu'en 1860, le nombre est donné 17. Un examen du manuscrit original montrerait qu'il n'y a jamais eu d'esclaves dans le Vermont. L'erreur initiale est survenue lors de la préparation des résultats en vue de la publication, lorsque 16 personnes renvoyées comme, entre guillemets, couleurs libres, en d'autres termes, libres de couleur, ont été classées comme, entre guillemets, esclaves. Environ un tiers des données du recensement initial ont été perdues ou détruites. Les données ont été perdues entre 1790 et 1830 et comprennent des données provenant des États suivants: Connecticut, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York, Carolina, Pennsylvanie, Rhode Island, Caroline du Sud aussi, Vermont, Delaware, Georgia, New Jersey, etc., Virginie. Cependant, le recensement était factuel et l'existence de la plupart de ces données peut être confirmée par de nombreuses sources secondaires se rapportant au premier recensement. Le recensement des États-Unis de 1790 était le premier recensement de l'histoire des États-Unis. La population des États-Unis s'élevait à 3 929 214 habitants le 2 août 1790, jour du recensement. Conformément à l'article 1, section 2 de la Constitution des États-Unis et aux lois applicables. Cela fait donc 228 ans seulement qu'il y a eu des recensements sur la population dans les colonies
d'Amérique. Il n'y avait pas eu de recensement avant 1790. Aucun. Donc, il y avait un doute sur les chiffres. Le président George Washington et Thomas Jefferson ont affirmé que la population était sous-estimée. Les raisons possibles pour lesquelles Washington et Jefferson ont pu penser qu'il pourrait s'agir d'un refus de participer, de la médiocrité des transports en commun et des routes, d'une population étendue et des contraintes de la technologie de l'époque. Le recensement de 1820 s'est fondé sur les questions posées en 1810 en posant des questions d'âge sur les esclaves. Le terme coloré est également entré dans la nomenclature du recensement. En outre, une question indiquant nombre d'étrangers non naturalisés a été incluse. Le recensement de 1850 a vu un changement radical dans la manière de recueillir les informations sur les résidents. Pour la première fois, les personnes libres ont été répertoriées individuellement plutôt que par le chef de ménage. Il y avait 2 questionnaires, un pour les habitants libres, un pour les esclaves. La question sur le calendrier des habitants libres au sujet de la couleur était une colonne qui devait être laissée en blanc si une personne était blanche, marqué B si une personne était noire et marqué M si une personne était mulâtre. Les esclaves étaient répertoriés par propriétaire et classés par sexe et par âge et non par individu. La question de la couleur était une colonne qui devait être marquée P si c'était un noir et d'un M si il était mulâtre. Pour le recensement de 1870, la question de couleur, race a été étendue pour inclure C pour le chinois, une catégorie qui comprenait tous les Asiatiques de l'Est, ainsi que I pour les Indiens d'Amérique. En 1890, le Bureau du recensement modifia la conception du questionnaire sur la population. Les résidents étaient toujours listés individuellement, mais une nouvelle feuille de questionnaire était utilisée pour chaque famille. De plus, c'était la première année que le recensement distinguait différents groupes ethniques asiatiques, tels que les Japonais et les Chinois, en raison d'une immigration accrue. Ce recensement a également marqué le début du terme race dans les questionnaires. Les enquêteurs ont reçu pour instruction d'écrire les mots blanc, noir, mulâtre, carteron, octavon, chinois, japonais ou indien. En 1900, la question couleur ou race a été légèrement modifiée, supprimant le terme mulatto. En outre, un calendrier de la population indienne a été inclus, dans lequel les enquêteurs étaient invités à utiliser un questionnaire élargi spécial pour les Indiens d'Amérique vivant dans des réserves ou dans les groupes familiaux hors des réserves. Cette version étendue incluait la question fraction de la lignée d'une personne qui est blanche. Le recensement de 1910 était semblable à celui de 1900, mais il incluait une réinsertion du mot mulatto et une question sur la langue maternelle des personnes nées à l'étranger et des personnes dont les parents étaient nés à l'étranger. OT, entre guillemets, a également été ajouté pour désigner les autres races, avec un espace pour l'écriture. La version de cette décennie du calendrier de la population indienne comportait des questions sur la proportion individuelle de la lignée des Blancs
des Noirs ou des Amérindiens. Le changement le plus important dans le recensement de cette année concernait la classification raciale. Les enquêteurs ont reçu pour instruction de ne plus utiliser la classification mulatto. Au lieu de cela, ils ont reçu des instructions spéciales pour signaler la race des personnes interraciales. Une personne ayant une ascendance à la fois blanche et noire devait être enregistrée en tant que nègre. Quelle que soit la fraction de cette lignée, la règle de la goutte unique. Une personne d'ascendance mixte, noire et amérindienne devait également être enregistrée comme nègre, à moins d'être considérée comme à prédominance amérindienne et acceptée comme telle au sein de la communauté. Une personne ayant à la fois une ascendance indienne et amérindienne devait être inscrite en tant qu'indienne, à moins que son ascendance amérindienne soit petite et qu'il soit accepté comme blanc au sein de la communauté. Dans toutes les situations dans lesquelles une personne avait un ancêtre racial ou d'une autre race blanche, il devait être déclaré comme cette autre race. Les personnes d'ascendance interraciale minoritaire devaient être déclarées comme étant la race de leur père. Pour la première et unique fois, Mexicains étaient classés dans les registres. Les recenseurs ont été informés que toutes les personnes nées au Mexique ou dont les parents étaient nés au Mexique devaient être inscrites sur la liste des Mexicains et non sur une autre catégorie raciale. Cependant, dans les recensements précédents, en 1940, les enquêteurs avaient pour instruction d'inscrire les Américains d'origine mexicaine sur la liste des Blancs. Peut-être parce que certains d'entre eux étaient de fond blanc, principalement espagnols. De nombreux autres étaient mixtes de Blancs et d'Amérindiens, et que certains d'entre eux étaient tout simplement Amérindiens. Les questionnaires supplémentaires sur les Indiens d'Amérique étaient de retour, mais sous une forme abrégée. Ils comptaient une question demandant si la personne était d'ascendance indienne complète ou mixte. Le questionnaire du recensement de 1950 a supprimé le mot couleur de la question raciale, ainsi que l'hindouisme et le coréen des choix raciaux. Recensement de 1960. Le recensement de 1960 a réajouté le mot couleur à la question raciale et a remplacé indien par indien américain, ainsi que hawaïen et esquimau. L'option autre a été supprimée. Recensement de 1970. Le recensement de cette année incluait négro ou black. L'option de race coréenne et autres ajoutée. Les Indiens d'Asie, le terme utilisé à l'époque pour désigner les personnes d'ascendance indienne, ont été comptés comme des blancs. Un questionnaire n'a été demandé qu'à un échantillon de répondants. Les définitions suivantes s'appliquent uniquement au recensement de 2000. Noir ou afro-américain. Une personne ayant des origines dans l'un des groupes raciaux noirs d'Afrique. Cela inclut les personnes qui indiquent leur race comme black, africain, américain, ou kényan, nigérian ou haïtien. Indien d'Amérique et natif d'Alaska. Une personne ayant des origines dans l'un des peuples d'origine d'Amérique du Nord et du Sud, y compris l'Amérique centrale,
et qui entretiennent une affiliation tribale et un attachement à la communauté. Le gouvernement fédéral des États-Unis a prescrit que pour la collecte de la présentation des données, les organismes fédéraux doivent utiliser au minimum 2 ethnies, hispaniques ou latinos, et non hispaniques ou latinos. Le bureau de recensement définit hispanique ou latino en tant que personne de culture ou d'origine cubaine, mexicaine, portoricaine, d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale ou d'une autre origine espagnole, quelle que soit sa race. Les termes négro et indien étaient utilisés indifféremment pour décrire les indigènes dans les journaux des premiers missionnaires qui n'auraient jamais pu se référer aux Africains. De 1549 à 1565, les lettres des missionnaires jésuites au Brésil, généralement adressées à des collègues au Portugal ou en Espagne, désignent souvent les Américains comme des nègres. En avril 1549, le chef des jésuites Manuel de Nóbrega adressa une lettre à Bahia, Simão Rodrigues à Lisbonne, dans laquelle il mentionne les Portugais du Brésil comme vivant dans le péché en raison de leurs nombreuses négresses et de leurs nombreux enfants de la part des femmes noires. Ainsi, le père jésuite a appelé les femmes américaines vivant avec des hommes portugais le mot negras, terme qui, selon Leite, qui n'aurait pas pu désigner des personnes d'Afrique, car en 1549, il n'y avait que peu ou pas de femmes africaines à Bahia. Néanmoins, Nóbrega utilise le mot indio. Quand les Africains sont mentionnés dans la lettre jésuite, ils sont toujours appelés Negroes of Guinea, Noirs de Guinée, afin de les distinguer des Noirs de la terre même. Les possibilités que les Amérindiens aient été assez communément appelés nègres est largement soutenue par l'usage portugais. Au cours de la période coloniale, les Indiens du Brésil ont été appelés à plusieurs reprises nègres ou negros da terra, c'est-à-dire nègres de la terre. George Frederici cite dans son analyse des sources portugaises un grand nombre d'exemples datant du XVIe siècle et des siècles suivants. Le regretté Jack Forbes avait raison sur le fait que certains Indiens étaient classés dans la catégorie négro et vendus à l'Europe en tant que négro en raison de leurs caractéristiques tropicales et de leur peau foncée. Les Maures et les Africains dans le coffre-fort de verre de Destre de Alain R. Truong. Le jeune homme puissant en bois de poirier, laqué marron foncé, la bordure associée sur un plateau en écaille de tortue présente une allure décontractée et lisse, émeraude colombien, et n'est pas un résident de l'Afrique, mais un Indien. Les traits de son visage et la couleur est la même que celle d'un noir africain. Le tatouage du corps ethnologiquement représente exactement ceux des natifs de la Floride. Aussi bien le collier précieux, les bracelets, les ornements de poitrine, la couronne, le pagne, les sandales. Et c'est d'après une gravure que Dillinger a travaillé dans son atelier et a réalisé cet ouvrage. Recherche philosophique et antique sur l'histoire autochtone de l'Amérique de 1829 par James Haynes McCullough. Bien que l'Amérique possède des hommes bruns foncés qui s'approchent du noir, on a pourtant presque universellement cru qu'il n'y avait pas de noirs ou de nègres autochtones sur ce continent. J'estime plus que probable que l'opinion commune est erronée. Environ 70 ans après ce voyage de Cortés, le voyage de Vizcaíno, décrit par
Torquemada a eu lieu. Le temps apparemment beaucoup trop court pour que des villages nègres aient été construits avec les habitants desquels les autochtones avaient formé des ligues d'amitié, même s'il était prouvé, ce qui n'était pas le cas, que ces personnes avaient été détruites ou laissées à l'époque et appartenaient à cette terre inconnue de l'Amérique située entre les fleuves Columbia et Gila. Les autorités que j'ai pu examiner en ce qui concerne l'apparence nègre actuelle des Indiens dans cette région sont les suivantes. La couleur des Indiens des missions californiennes, vue par la Pérouse, entre guillemets, se rapproche beaucoup de celle des nègres dont les cheveux ne sont pas laineux, et ailleurs, la couleur de ces Indiens qui est celui des nègres, fermez les guillemets. Langsdorff, qui a visité San Francisco sur la côte californienne, confirme les observations de la Pérouse, car, dit-il, ouvrez les guillemets, les Indiens sont d'un teint très sombre, approchant du noir. Ils ont de grandes lèvres saillantes et de larges nez plats comme les nègres. En effet, beaucoup de leurs traits, ainsi que leur physionomie, et presque leur couleur ressemblent beaucoup aux nègres. Leurs cheveux, cependant, sont longs et droits. D'après les plaques du voyage de Choris, que je n'ai que très peu examinées, elles semblent ressembler beaucoup aux noirs de l'Hindustan, dont seuls quelques Marathas sont tombés sous mon observation personnelle. Mais il est de notoriété publique que de nombreux hindous ne se distinguent que par la droiture des cheveux des Africains, car ils ne sont pas moins noirs. Strabon a remarqué cette circonstance comme la distinction entre les deux races. Comme nous ne pouvons pas l'admettre un instant, ces Noirs américains ont toujours été entraînés par le stress causé par les intempéries de l'océan Pacifique à la Californie, à moins qu'il ne soit prouvé qu'ils sont les descendants des nègres laissés par les Espagnols. Il suivra nécessairement qu'ils ont été établis en Amérique depuis les temps les plus reculés. Dans une autre partie de l'Amérique, si l'on peut s'appuyer sur l'exactitude de la relation, une race de Noirs a été observée si tôt dans notre histoire qu'il semble impossible d'éviter la conclusion qu'ils étaient des autochtones. Peter Martyr, 3e décennie, page 97. En décrivant le voyage de Balboa à travers l'isthme de Darien, en 1511, donne l'histoire suivante. Il y a une région, pas plus de 2 jours de Careca, dans laquelle il y a seulement des Maures noirs, et qui sont plus féroces et cruels. La circonstance de les y avoir trouvés a-t-il tenté d'expliquer par la conjecture qu'ils étaient des Éthiopiens et avaient traversé l'Atlantique pour voler le pays, et qu'après avoir fait naufrage, et avaient été forcés de se réfugier dans les mers à la montagne. Mais tout cela n'est qu'une pure supposition, ce que nous ne tenterons pas de réfuter, car ce n'est pas plus plausible que de supporter qu'ils étaient autochtones. Il est seulement intéressant pour nous de demander si le fait est réellement représenté par l'historien de Balboa, ou s'il n'a pas été trompé par une saleté ou une peinture extérieure qui rendait ces gens remarquables parmi les autres Indiens. À ce sujet, je n'ai rien à produire car je ne connais aucun autre récit de cette partie de l'Amérique que je sache qui mentionne la circonstance et peut être né de la conviction que ces Noirs étaient des descendants des nègres en fuite, que l'infamie de la traite négrière avait introduit très tôt en Amérique tropicale.